Au pied de la cordillère des Andes, dans la vallée de Nazca, je vais rejoindre une équipe d'archéologues qui s'attache à résoudre une énigme fascinante. Au début du siècle dernier, en survolant en avion cet univers de sable et de roches, un anthropologue américain, Paul Kosok, découvre ces étranges figures, connues aujourd'hui sous le nom de lignes de Nazca. Ces figures vont ensuite alimenter les théories les plus irrationnelles. Pourquoi les Nazca ont-ils tracé ces lignes de pierre et de sable entre le 2e siècle avant notre ère et le 6e siècle de notre ère? Que voulait signifier ici ce peuple d'agriculteurs venu des vallées fertiles toutes proches? Comment ont-ils réussi à tracer autant de figures sur un territoire de près de 450 km²? Une équipe de scientifiques allemands et péruviens affirme aujourd'hui avoir percé ce secret. Les lignes de Nazca ont fait couler beaucoup d'encre. Depuis leur première mention, à la fin des années 20, et puis ensuite, lorsqu'elles ont été survolées, des théories parfois extrêmement échevelées et plutôt farfelues ont été proposées à leur égard. On a proposé qu'il puisse s'agir de canaux d'irrigation ou de lignes dirigées vers des points spécifiques du ciel, une sorte de grand livre d'astronomie. Ces théories ont été battues en brèche les unes après les autres. Il était plus que temps qu'on reprenne l'enquête à zéro pour découvrir, pour comprendre ce que pouvaient être ces lignes. C'est l'objectif que se sont fixés Marcus Reindl et Johnny Isla du projet Palpa que je vais rencontrer aujourd'hui. Hola, ¿está libre? Al aeropuerto, porfa. L'aérodrome de la petite ville de Nazca est un passage obligé pour les scientifiques qui travaillent sur ce site. C'est là que m'attend mon ami, l'archéologue Marcus Reindl. Salut Marcus, comment vas-tu? Et toi, ça va? Alors, Depuis une vingtaine d'années, Marcus enquête sur la signification des lignes. Une enquête qui a débuté dans les airs. L'avion est un outil de travail essentiel pour lui, car la surface à explorer est immense. Les Nazca ont tracé dans ce désert des milliers de figures. Elles sont appelées géoglyphes. c'est vraiment immense, hein? Très très grand. On commence à apercevoir les premières lignes. Et à partir d'ici, il y en a une quantité incroyable. Ici, il y en a de très longues. Elles traversent toute la pampa et tu vois ici, en dessous, la complexité de leur tracé. Elles se croisent, s'enchevêtrent. Ça indique que les lignes ont été tracées au cours de périodes différentes. Et il ne faut pas oublier que la culture Nazca a duré 800 ans. Et pendant toute cette période, ils ont fait des géoglyphes. C'est pour ça qu'on en a autant aujourd'hui. Ces géoglyphes prennent souvent la forme d'immenses trapèzes ou de lignes de plusieurs kilomètres. Parfois, ce sont des spirales. Et plus rarement, des figures animales, comme cette araignée ou encore ce colibri. Là, on voit ce qu'on appelle le colibri. C'est un des géoglyphes les plus célèbres et il est bien visible. Il est constitué d'une seule et unique ligne. Tu vois le bec en haut? Si tu commences le dessin par le bec, tu peux d'une seule ligne dessiner tout le colibri et terminer par le bec.
Pourquoi les Nazca ont-ils élaboré dans le désert ces figures complexes? C'est grâce à une campagne de photos en très haute définition que Marcus et son équipe ont trouvé un indice décisif. Pour le découvrir et remonter à l'origine de leur enquête, nous quittons Nazca par la célèbre route panaméricaine. Waouh! Ah, c'est ce que j'appelle une belle maison de fouilles. Hein. Ici, depuis des années, Marcus et son équipe traitent les données récoltées sur le terrain. Avec un archéologue péruvien, Johnny Isla, ils ont élaboré, grâce aux photos haute définition, cet étonnant modèle virtuel du désert de Nazca. Et ils ont repéré des anomalies sur le terrain. C'est un modèle virtuel dans lequel on peut se déplacer, s'arrêter à n'importe quel moment. Ici, on peut voir un complexe de grands géoglyphes. Là, on a des trapèzes, des lignes. Et on a été intrigué par un détail que l'on n'avait pas vu auparavant, ici. Ces taches noires qui sont là. Exactement. Ce sont des monticules sur le terrain. Au début, on les a documentés, dessinés, et rapidement, on s'est aperçu que ces monticules apparaissaient dans de nombreux géoglyphes. C'est une découverte importante pour Marcus et son équipe. Ces taches noires sont de petits amas de pierres, des tumuli. Ils sont situés aux extrémités de géoglyphes. Plusieurs dizaines ont été repérées grâce à ce modèle virtuel. Et ça, c'est vraiment un moment clé. Alors, vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose à aller chercher dans ces tumuli. Oui, et c'était la première fois que l'on faisait des fouilles sur les géoglyphes. Parce que jusqu'ici, on ne pensait pas pouvoir fouiller sur ces zones qui sont toutes plates. Mais comme on a trouvé ces structures qui sont assez grandes, environ 1 mètre de hauteur, et qu'on rencontrait ces tumuli dans différents sites, il était intéressant de les fouiller. Et si le secret des lignes se trouvait dans ces tumuli? Pour répondre à cette question, Marcus m'emmène sur le site d'un tumulus que l'équipe est en train de fouiller. Mais avant d'aller plus loin dans cette enquête, il me propose de faire un arrêt. Marcus va m'expliquer comment les Nazca traçaient leurs géoglyphes. Ici, c'est vraiment l'endroit idéal où installer des lignes et des géoglyphes. Exactement. C'est vraiment la situation typique qu'on trouve dans cette pampa. On entre sur un espace plat complètement obscur, formé par toutes ces pierres sombres. Mais entre ces pierres, il y a un sédiment clair. Et l'effet est le suivant. Tu soulèves une pierre sombre, et ce que tu découvres en dessous, c'est le sable clair. Ok. Ça, c'est le premier effet. Le contraste de couleur. Ensuite, les Nazca ont enlevé toutes les pierres de la superficie et ils les accumulaient sur les bords. Ok, donc les lignes, en fait, ce sont les parties dégagées qui apparaissent en clair, tandis que les pierres, elles, ne forment pas des amoncellements, sinon sur les côtés, pour marquer les traits le long de chaque ligne, en quelque sorte. Oui, c'est comme un dessin en négatif. Et regarde, quand on continue, en enlevant ces pierres sombres, on forme une ligne. Mais en fait, c'est très simple et très rapide. C'est très simple. Et en fait, ça contredit l'idée que pour tracer des lignes, il fallait une technologie sophistiquée. Pour tracer une grande ligne, il suffit de planter un bâton ici et là-bas, Ah oui, on vise. viser,
tracer la ligne. Et ainsi, avec une vingtaine de personnes, en peu de temps, ils pouvaient réaliser de grandes figures. Et il y a quelque chose qu'on se dit souvent, c'est que on les visite en avion pour pouvoir les voir du ciel et que donc les Nazca les avaient réalisés pour qu'ils soient vus du ciel. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Non, certainement pas. Comme tu vois, ce paysage se compose de grands plateaux et de collines. Donc, depuis ces petites surélévations, on peut facilement voir les géoglyphes. Ah bah oui, là je comprends. Pas besoin d'avion, pas besoin de ballon, on le voit très bien d'ici. Oui, c'est parfaitement visible, n'est-ce pas? Il a suffi de s'élever de quelques mètres pour découvrir le petit tronçon de ligne que nous venons de tracer. Ok. D'accord. Grâce à l'archéologie expérimentale, les archéologues ont aussi compris comment les Nazca traçaient des figures plus complexes, comme les spirales. Comme me le montre Marcus, il suffit d'un poteau et d'une corde. En tournant, on marque le cercle que l'on forme avec des pierres. Elles serviront de repère pour tracer la ligne. La corde se réduit peu à peu en s'enroulant autour du poteau et la spirale apparaît. Nous reprenons à présent le fil de l'enquête de Marcus. Quelle chaleur! Nous nous rendons sur le site de fouille des fameux tumuli, découverts dans le modèle virtuel des archéologues. Waouh! Montée pénible, mais ça vaut la peine. Hein. La vue est à couper le souffle. Au sommet d'un plateau, nous découvrons un immense géoglyphe en forme de trapèze. À l'une de ses extrémités, le fameux tumulus. L'équipe, dirigée par Johnny Isla, a mis au jour, sous les amas de pierre, une structure maçonnée. Alors ça, c'est une des taches noires qu'on voyait sur la reconstitution virtuelle du paysage? Exactement. Ces monticules, ce sont ces points noirs que l'on voyait surtout sur les trapèzes. On en a ici un exemple. Ce que l'on voit dans la fouille, ce qui sort, c'est l'angle d'une plateforme. Une plateforme qui était probablement un autel pour déposer des offrandes. Ce type de plateforme, nous l'avons déjà fouillé dans une dizaine de sites différents. Et à chaque fois, on retrouve le même modèle. Et qu'est-ce qu'on trouve comme offrande à l'intérieur de ces monticules? On trouve des fragments de céramique, des restes de plantes, de produits cultivés dans la vallée, des pinces de crabe et beaucoup d'autres choses. Voici la reconstitution de la plateforme de pierre découverte sous le tumulus. Elle est constituée de murs d'environ 1 mètre de hauteur. Toutes celles qui ont été découvertes sont bâties sur ce même modèle. Donc si je résume, on a un immense géoglyphe, un tumulus qui se révèle être un autel avec des offrandes à l'intérieur. Donc visiblement c'est un culte, mais un culte à quoi? On a découvert dans ces tumuli des offrandes très spéciales, des coquilles de spondyles. Ces coquilles de spondyles, découvertes en morceaux comme celle-ci, entière.
La présence de ce mollusque marin nous indique que nous sommes en face d'un culte lié à l'eau. Nous sommes en plein désert, et l'eau, c'est la vie dans ce désert. Je travaille souvent en Amérique du Sud, et je connais bien ce coquillage. Je l'ai déjà retrouvé lors de mes fouilles. C'est un symbole très important pour les civilisations andines. Le fait de trouver un spondyle est un indice clé qui fait avancer l'enquête à grands pas. En effet, le spondyle est un symbole de fertilité, d'eau, de venue des eaux dans les Andes, chez les Nazca comme dans d'autres cultures de la côte pacifique et d'ailleurs. En effet, ce coquillage ne se trouve que dans les eaux chaudes de l'équateur. Et donc, il n'arrive plus au sud que par le troc ou éventuellement, et c'est ça qui est important à retenir, dans les périodes de changement climatique brutal au cours desquelles la pluie arrose la côte qui, en d'autres temps, est complètement désertique. Donc, le fait de voir arriver des spondyles ou de trouver des spondyles signifie que l'eau va venir. Donc, on comprend bien la symbolique étroite qui relie ce coquillage spécifique à l'eau, à la fertilité, à l'agriculture, évidemment autant de thèmes centraux pour les Nazca. À ce stade de l'enquête, les archéologues émettent donc une hypothèse. Les Nazca utilisaient les géoglyphes pour leur culte de l'eau. Ils vont en avoir la confirmation grâce à la découverte d'une autre pièce du puzzle. Dans la vallée, le long des rives du Rio Palpa, ils ont trouvé des indices dans les sédiments du fleuve. Ils ont pu y lire l'évolution du débit du cours d'eau. Ici, on peut voir dans les différentes couches de sédiments comment le climat et le paysage ont évolué. Et cette étude nous a permis de découvrir un épisode de sécheresse très important. Cette sécheresse correspond à une période d'intensification dans la production des géoglyphes. Cette grande période de sécheresse a eu lieu à la fin du VIe siècle. Grâce à diverses techniques de datation, les scientifiques ont prouvé que c'est aussi à cette période que les Nazca ont tracé le plus de figures. Tout ça coïncide parfaitement avec notre reconstruction de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un manque d'eau. On le voit dans l'histoire du climat. Et à la même période, les Nazca intensifient leur culte pour demander de l'eau. C'est donc vraiment la confirmation de nos hypothèses. D'accord, donc ça c'était vraiment un élément clé pour avancer encore dans la compréhension du phénomène des lignes. Ils vont multiplier les lignes, les trapèzes, etc. pour tenter désespérément, en quelque sorte, de faire venir la pluie. Il reste encore à comprendre quel est le rapport entre les uns et les autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur ces lignes par rapport justement à ce problème? Comment ce rite lié à l'eau se déroulait-il sur ces géoglyphes? Quelles étaient les pratiques des Nazca? La fouille d'un autre site va mettre Marcus sur la piste. Ici, 2 tumuli sont érigés à une extrémité d'un trapèze. À l'autre extrémité, un autre tumulus. Leur fouille va s'avérer déterminante. De tous les tumuli que nous avons fouillés, c'est ici que l'on a découvert le plus d'offrandes. Donc ici, si on dégage ces pierres, on va retrouver les plateformes rectangulaires que nous avons vues sur l'autre site. Mais sur ce site, nous avons trouvé un élément très particulier. Ici, au milieu, à cet endroit précisément, on a trouvé les restes d'un poteau en bois, enterré sur à peu près 80 cm de profondeur et marquant exactement l'axe du trapèze. D'accord. Donc cela nous indique que ce poteau était en relation avec l'autre tumulus. Et dans cet autre tumulus, là-bas aussi, un autre poteau a été découvert. C'est la première fois dans l'histoire des géoglyphes que l'on est confronté à ce genre d'indices. Grâce à ces nouveaux éléments, les chercheurs ont pu proposer une restitution des lieux. À l'extrémité du trapèze, 2 autels d'offrande.
avec en leur centre, comme pour marquer les lieux, un grand poteau qui pouvait atteindre 8 mètres de haut. Peut-être un drapeau. À l'autre extrémité, à plus de 400 mètres, un autre autel, lui aussi signalé par un poteau. Entre ces deux signaux apparaît donc ce que les archéologues appellent un espace rituel. C'est une sorte d'immense mise en scène où tu as les tumuli, les géoglyphes, le paysage environnant, tout intégré comme une sorte de grande scène de théâtre en quelque sorte pour les cérémonies. Exactement. Ces cérémonies qui s'intégraient dans l'univers des Nazca formaient un tout avec ce paysage, qui le reste du temps est désertique et inutile. Marcus a alors cherché à savoir quelle forme pouvaient prendre ces cérémonies. Ce sont ces géophysiciens qui vont lui apporter la réponse. Venus d'Allemagne, ils ont mesuré, grâce à des relevés magnétométriques, la densité des sols. Les résultats sont étonnants. Le sol clair, à l'intérieur du trapèze, a une résonance différente. Il est tassé, compacté, par un piétinement massif et répété. Voici donc l'hypothèse finale des archéologues. Ils pensent que les Nazca parcouraient les géoglyphes au cours de processions. Dans le cas des trapèzes, comme celui-ci, c'est l'ensemble de l'espace qui servait de chemin de procession. Marcus a fait renouveler ces mesures sur d'autres géoglyphes, comme cette spirale, et les résultats se sont confirmés. Marcus, tu connais la réponse. Tu sais à quoi servaient les géoglyphes? Oui, concrètement, c'est la preuve finale. Les Nazca ont utilisé ces géoglyphes. Et ça, on le prouve avec la magnétométrie. Ces mesures nous montrent que ce sont des lieux d'activité et surtout des lieux où les gens ont marché. On voit bien la différence entre ce terrain et ces lignes, qui clairement ont servi de chemin de procession. Si tu touches ce sol, tu te rends compte qu'il est dur, complètement compact. Sur ces lignes, ils ont fait des processions. Des processions, mais qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Comment est-ce que ça se passait à ton avis? Les gens venaient de la vallée, jusqu'ici sur les plateaux. Ils emmenaient avec eux des offrandes qu'ils déposaient et ils venaient en procession jusqu'aux figures. Et les figures fonctionnent d'une manière intéressante. Comme tu le sais, elles sont composées d'une seule ligne. Il y a une entrée, ils entrent dans la figure, ils la parcourent, dans ce cas c'est une spirale, ils vont jusqu'au centre, ils reviennent et il y a une sortie. Et c'est pour toutes les figures pareilles. Il y a une entrée, une seule ligne, une sortie. Et ça, c'est encore une preuve que ces lignes étaient en fait des chemins de procession. Donc c'est vraiment une espèce de déambulatoire pour les Nazca, quoi. Exactement. Ils utilisaient ce paysage désertique pour leur culte. Et cette pratique est unique au monde. Et c'est ce qui rend ce phénomène des lignes si particulier. Une partie de l'énigme des lignes de Nazca vient donc d'être dévoilée. Mais serons-nous un jour à même de saisir toute la complexité du message laissé par ces hommes au cœur de ce paysage sacré ?